à ce webinaire sur la Mobility as a Service dans les villes belges. Comme vous pouvez ma collègue Pauline l'a déjà mentionné dans le chat, les micros ont été désactivés, mais si vous avez la moindre question ou moindre problème technique, n'hésitez pas à la contacter et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou questions dans le chat et j'essaierai de les adresser au mieux par la suite. Pendant la présentation, nous vous ferons part aussi de quelques sondages parce que nous sommes intéressés d'avoir votre avis sur la question, donc n'hésitez pas à y participer. Pour information aussi, le rapport est sorti aujourd'hui et cette présentation sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube à partir de demain ou après-demain au plus tard. Donc voilà, merci d'avance pour l'enthousiasme parce qu'on avait un peu plus d'une 50aine de personnes inscrites dans la session précédente et ici à peu près 120 et je vois que les personnes continuent de nous rejoindre. Donc on va tout doucement commencer. Donc tout d'abord, un peu de contexte. Pourquoi avons-nous décidé de travailler sur cette thématique ? Comme vous le savez sans doute, la mobilité et l'utilisation intensive de la voiture engendre tout un tas de conséquences, des conséquences environnementales, notamment en matière de pollution dues aux émissions de CO2, des conséquences économiques qui sont notamment liées aux embouteillages et à l'impact économique qu'ils ont, des conséquences pour la santé, que ce soit au niveau de la pollution, mais aussi parfois l'obésité qui découle du manque d'activité physique liée à l'utilisation de la voiture, et aussi toute une partie d'enjeux sociaux et d'inclusion. C'est pourquoi il est nécessaire de développer les modes de mobilité plus durables et de développer l'intermodalité et la multimodalité. Donc, pour un peu rappeler ce que c'est l'intermodalité et la multimodalité, l'intermodalité est le fait de prendre différents modes de transport sur le même trajet. Donc, je vais par exemple prendre mon vélo jusqu'à la gare, prendre le train et puis prendre le bus pour finir mon chemin. La multimodalité implique de prendre des modes différents pour le même trajet, mais à d'autres moments. Donc, demain, je vais aller au travail en vélo et puis le jour d'après, il pleut vraiment fort, je vais prendre le train ou la voiture. Alors, ce sont des choses dont nous avons déjà tous entendu parler, il faut changer les habitudes, et pourtant, cela ne se fait pas aussi vite que souhaité. Pourquoi? Alors, j'aime beaucoup ce graphe que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai entendu la première fois, qui démontre qu'en fait, il y a tout un tas de barrières au changement qui sont à la fois dues à des faits, à des perceptions, au niveau collectif et au niveau individuel. Des faits, ce sont des choses très tangibles. Donc, par exemple, un fait au niveau collectif, c'est l'infrastructure, c'est la fiscalité qui est mise en place. Donc, infrastructure, si j'habite dans un village reculé de Wallonie et je n'ai pas de transport en commun et pas d'alternative à la voiture, je n'ai pas le choix. Aussi, en matière de communication, parfois, les citoyens ne sont pas toujours au courant de tous les projets de mobilité sur leur territoire. Un fait au niveau individuel, c'est la capacité personnelle et financière à changer de mode, mais aussi la complexité du mode de vie. Donc, si par exemple, j'ai un enfant, je dois aller le déposer, le chercher à la crèche, et que j'ai 3 rendez-vous sur ma journée au travail, et puis que j'ai un cours de sport réservé le soir, et puis que je vais manger chez un ami, ce n'est pas toujours facile d'avoir une alternative à la voiture. En dehors des faits, il y a aussi des perceptions, donc celles-ci sont ressenties, qui parfois est justifiée, mais parfois pas vraiment. Donc une perception au niveau individuel, notamment la perception des modes. Ah oui, mais prendre le bus, ça va être exigu, ça va pas sentir bon. Dans cette catégorie, il y a aussi l'identité. Ben oui, si on voit ce cycliste-là, qui est très... qu'on ne veut pas s'identifier à lui parce qu'il reflète peut-être, comme on dit parfois, une image de bobo ou suréquipé. On se dit « Ah non, moi je ne veux pas ressembler à ça quand je fais du vélo ». Et puis, une perception au niveau collectif, c'est notamment le statut social de la voiture. Donc, on estime toujours, souvent, qu'avoir une belle voiture, ça veut dire qu'on a réussi dans la vie. Et donc, il y a tout un tas de freins qui sont liés à différentes dimensions sur lesquelles il faut travailler simultanément.
Au cours des dernières années, a souvent été mis en avant la smart mobility et les innovations en smart mobility pour agir comme levier simultanément sur ces freins. Donc, quand on parle d'innovation en smart mobility, on se réfère souvent à l'électrification, le partage des véhicules, la connectivité et l'automatisation. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de revenir sur tout ceci, mais nous avons sorti un guide pratique sur la question, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Mais donc, toutes ces innovations mènent à beaucoup de projets, et un projet qui est fortement mis en avant, c'est la Mobility as a Service. On a vu au cours des dernières années que tout un tas de projets pilotes se sont développés à travers le monde, dans des villes, que l'Union européenne a débloqué des sommes astronomiques pour des projets de recherche sur la thématique. D'autres publications, tant privées que publiques, sont sorties. Je ne sais pas vous, mais moi de mon côté, au cours des 3 dernières années, je n'ai plus été à un événement qui parlait de mobilité où il n'y avait pas au moins un sujet masse où on en parlait informellement. Et donc, nous nous sommes demandé qu'en est-il dans les villes belges, parce qu'on peut voir qu'il y a une certaine volonté politique à l'échelle régionale. Dans les stratégies des différentes régions en Belgique, le MAS est mentionné. On peut voir aussi que dans l'accord du gouvernement d'octobre dernier, le MAS est mentionné comme un enjeu stratégique. Mais dans les villes belges, c'était plus dur à sentir. Au travers de nos discussions informelles, on peut voir que certaines villes comme Anvers étaient déjà très avancées sur la question, tandis que d'autres à qui on s'adressait, et encore plus sur les plus petits territoires, n'étaient même pas sûrs de comprendre ce que cela impliquait. Et donc, nous avons décidé de nous attarder sur la question. Donc, l'objectif tant du webinaire d'aujourd'hui que du rapport qui est sorti ce matin, il y en a 2. Donc, tout d'abord, de démystifier le concept du MAS et les enjeux clés liés à sa gestion et sa gouvernance, puis faire un état des lieux quant à l'intérêt et à la perception des représentants des villes belges en ce qui concerne sa mise en place et le concept, d'un point de vue gestion et gouvernance, encore une fois. Et in fine, l'objectif est d'offrir évidemment une base de discussion aux autorités publiques et autres parties prenantes du MAS. Et alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, au vu de l'audience très variée que nous avons aujourd'hui, peut-être il y a aussi différentes attentes. Et donc, je voulais vraiment insister sur le fait qu'ici, c'est un rapport introductif qui fait un état des lieux, avec un focus sur la gestion et la gouvernance, et que c'est pas l'endroit où on va revenir sur tous les problèmes et tous les enjeux et toutes les options de développement. Et aussi, nous allons nous focaliser sur le MAS adressé aux citoyens individuels et pas le MAS qui se développe pour les entreprises et les employés. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le MAS? Donc, le MAS peut être donc aussi appelé mobilité en tant que service ou mobilité servicielle en français, peut être défini comme un système intégré intelligent d'information, de réservation, d'achat et de validation des services de mobilité, qui est centré sur l'utilisateur. Donc, ça implique l'intégration de tous les services de mobilité présents sur un territoire, les transports publics, mais aussi les modes partagés, qu'ils soient publics ou privés, comme l'autopartage, le covoiturage, le vélo et les trottinettes. Dans un langage, on va dire, un peu moins académique, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, l'idée du MAS est vraiment de rassembler tous les titres et tous les modes de transport dans une plateforme unique, qui souvent est une app. Donc actuellement, j'ai ma carte mobile pour les transports en commun, j'ai du liquide si je dois prendre le taxi, j'ai une application si je veux prendre un vélo ou une trottinette partagée. Et donc, l'idée du MAS est vraiment de rassembler tout cela. Alors, il y a différents niveaux d'intégration du MAS. Le niveau 0, c'est quand il n'y a pas d'intégration. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts avec des gens qui pensent et considèrent que Uber peut être considéré comme Mobility as a Service parce que c'est un service. Non, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'intégration. Donc, quand vous prenez votre application Uber, vous pouvez réserver votre trajet, mais uniquement pour Uber, pas pour d'autres services.
Le niveau d'intégration 1 est le niveau d'intégration de l'information. Donc, dans ce cas-ci, vous êtes garanti d'avoir les informations multimodales sur un déplacement. Dans Google Maps, par exemple, qui est l'exemple qui revient le plus fréquemment, je veux aller d'un point A à un point B, il va me dire les horaires de transport en commun, combien de temps cela me prend en voiture, s'il y a des trottinettes ou des vélos à louer. Donc, vous avez cette information. Le niveau 2, là où ça devient vraiment, on va dire, du masse, c'est l'intégration du paiement. Donc, en plus de ces informations, vous pouvez directement réserver dans l'application le trajet souhaité. Donc, je choisis que je veux prendre un vélo partagé. Grâce à mon application, je vais pouvoir réserver ce vélo et ça me sera débité. Le niveau 3 d'intégration, lui, est une intégration contractuelle. Donc, ça veut dire que vous disposez d'un abonnement ou un pass annuel, mensuel, qui vous permet d'accéder directement à ces services. Donc, dans le cas, par exemple, de Wim en Finlande, pour 50 € par mois, les usagers ont les transports en commun à volonté, plus l'utilisation du vélo partagé, plus quelques trajets de taxi, par exemple. Ils ont aussi une formule à 500 €. Je ne veux pas dire de bêtises dans les chiffres, mais très élevé en tout cas, où là, en fait, vous avez tous les transports partagés disponibles dans la ville à volonté, ainsi que la possibilité de louer 2-3 fois par mois une voiture pour le week-end. Et donc, plus le niveau d'intégration du MAS est élevé, plus l'idée est de ne plus avoir besoin d'une voiture individuelle ou en tout cas une voiture possédée. Le niveau 4 d'intégration est le niveau d'intégration politique. Il n'y a actuellement pas vraiment d'exemple là-dessus. Qui est en plus d'intégration contractuelle, par exemple, on pourrait avoir des points, si on prend les modes les plus durables, des points qui pourraient être utilisés dans les commerçants locaux. Donc un peu cette notion de nudging et d'essayer de stimuler le changement de comportement avec des récompenses. Alors, on distingue généralement trois modèles de gestion et de gouvernance. Le modèle privé, le modèle public et le modèle hybride. Dans le modèle privé, un opérateur privé exploite la plateforme, donc tant sur le front-end, donc l'application que vous recevez, que le back-end, donc tout ce qui est les données et on va dire l'intégration dure et invisible. C'est lui qui les gère dans les différentes villes où il s'implémente et gère presque tous les aspects du service, ou tous. Et donc, d'un point de vue gouvernance, on dit, en anglais, on dit governing by letting do ou governing by allowing. Donc, soit on crée les conditions favorables à son développement, soit on laisse juste l'opérateur s'implémenter. Le deuxième modèle, c'est le modèle public. Donc, dans ce cas-ci, l'autorité publique ou un opérateur de transport public développe une plateforme et gère ses collaborations et les services disponibles, ce qu'on appelle d'un point de vue de gouvernance governing by doing, et qui est notamment le cas à Vienne. Et la dernière option, c'est la gestion hybride, donc une gestion où un opérateur privé propose un modèle franchisé à une autorité publique ou un opérateur de transport, et donc d'un point de vue gouvernance, governing by making do, et qui est actuellement le cas dans la ville de Berlin. Alors, ces trois modèles sont très théoriques. La plupart des parties prenantes du MAS s'accordent à dire que peu importe le modèle choisi, la participation des opérateurs de transport public et des autorités publiques est absolument nécessaire. Aussi parce que les transports publics sont souvent vus comme la colonne vertébrale du MAS. Aussi, peu importe le modèle choisi, le gestionnaire de la plateforme doit collaborer avec l'ensemble des parties prenantes. Et ces parties prenantes, il y en a un paquet, comme vous pouvez voir sur le schéma ci-dessous. Donc, l'écosystème MAS va de l'activité principale, qui est vraiment le front-end et le back-end de l'application, à un écosystème très large d'investisseurs, de chercheurs, mais surtout de décideurs publics. Et c'est particulièrement important dans le cas de la Belgique, par exemple, aussi, c'est que nous avons beaucoup d'échelles de pouvoir différentes, aussi des échelles qui n'ont pas de compétences légales en tant que telles, donc des niveaux intermédiaires comme les provinces, les métropoles, les bassins de mobilité ou en Flandre les Vervoerregio's, mais qui sont indispensables dans le développement et l'appropriation du MAS. Et puis, pour revenir à la définition,
il est très important que le développement du MAS se fasse en étant centré sur l'utilisateur et donc en comprenant les mécanismes qui encouragent le transfert modal. Et ceci dépend de beaucoup de choses, d'âge, des compétences numériques, des habitudes de voyage, de l'éducation, de beaucoup de choses. Et pour que celui-ci puisse se développer, il faut que pour l'utilisateur, il y ait une valeur ajoutée en matière de coût, de commodité, de choix et de personnalisation. Et donc, pour revenir aux différents niveaux d'intégration, beaucoup considèrent que seul à partir du niveau 3, les citoyens pourront vraiment commencer à avoir une alternative positive comparée au système actuel. Donc, maintenant qu'on a revenu sur une petite introduction plus théorique, passons aux résultats de ce rapport et de la perception du MAS dans les villes belges. Donc, comment avons-nous procédé? Donc, nous avions contacté les représentants mobilité, donc soit les échevins, échevines mobilité des villes ou les chefs de département mobilité de toutes les villes belges étant soit des capitales de province, soit ayant plus de 100 000 habitants. Notre choix a été justifié parce qu'on voit qu'actuellement le MAS se développe dans un endroit où il y a une assez forte concentration ou densité de services de mobilité et une densité de population assez forte. Dans le cas de Bruxelles, le représentant nous a redirigés vers un représentant de la région de Bruxelles-Capitale, parce qu'encore une fois, en raison du contexte belge, cela était plus pertinent de le faire à cette échelle-là, d'autant plus qu'il y a actuellement en cours un projet pilote au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Dans le cas des autres villes, nous avons décidé de rester sur les villes parce qu'il n'y avait pas de dynamique aussi avancée, ni que ce soit au niveau flamand, ni que ce soit au niveau wallon. Et donc, nous avons interrogé ces villes tout d'abord sur leur perception générale. Donc, qu'est-ce que représente le MAS pour eux? Donc, pour être sûr que nous étions sur la même définition. Quelle est leur perception et quels sont les prérequis pour la mettre en place, soit dans leur ville ou même de manière générale. Ensuite, de manière plus pratique, nous leur avons posé la question du rôle du secteur privé et du secteur public dans le déploiement du MAS, le modèle qu'ils souhaiteraient voir se développer dans leur ville, si ça venait à se développer, et le rôle des autorités régionales dans le développement. Parallèlement aux villes, nous avons aussi interrogé les représentants des 4 opérateurs de transport public belges, parce que comme mentionné précédemment, on considère souvent que c'est la colonne vertébrale du MAS, et nous pensions que c'était intéressant aussi d'avoir leur avis, puisqu'ils ont une autre perspective que celle des villes. Je voudrais juste mentionner que, évidemment, il y a de potentiels petits biais, étant donné que même si les personnes interrogées connaissent très bien le contexte d'une ville, l'opinion qu'elles nous ont donnée n'est pas une opinion officielle de la ville ou des opérateurs de transport, et donc cela laisse place à une certaine subjectivité de leur part aussi. Donc, tout d'abord, quelle est la perception du MAS qu'ont eu les personnes interrogées? De manière générale, ils ont une très bonne perception grâce à sa facilité d'utilisation. Donc, les territoires interrogés considèrent que c'est une opportunité pour développer l'intermodalité et stimuler l'utilisation des modes durables. C'est aussi une opportunité car cela centralise et renforce l'offre déjà existante. Et puis, c'est un atout complémentaire aux politiques publiques existantes. Donc, a été mis en avant notamment les vervoers régiaux au niveau flamand et les centrales de mobilité en Wallonie. Les opérateurs de transport public, eux, considèrent principalement que c'est une bonne opportunité pour réduire l'utilisation de la voiture et opérer un changement modal. Et donc, j'aurais, première question, parmi les gens qui sont présents à cette session, nous aurions aimé savoir si vous étiez favorable au MAS. Oui, non, pas d'avis. Évidemment, n'hésitez pas à envoyer des commentaires plus précis dans le chat. On va laisser encore quelques secondes. Alors, comme on peut le voir, il y a parmi les gens qui répondent, la majorité des personnes sont favorables au développement du MAS.
personne n'a répondu non et 4 n'ont pas d'avis. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, les personnes interrogées, même si elles ont une perception très positive, considèrent aussi que ce n'est pas la solution ultime au transfert modal et qu'il ne faut pas, on va dire, mettre tous les espoirs là-dessus, ainsi qu'il y a un certain nombre de prérequis très importants dans son développement. Quels sont ces prérequis? Il y a 6 types de prérequis qui ont été mentionnés et je les cite ici par ordre d'importance. Donc le numéro 1 est celui qui a été mentionné le plus de fois et le 6e prérequis est celui qui a été mentionné le moins de fois. Le premier prérequis est la collaboration des parties prenantes. Tout d'abord, plus de collaboration au sein des administrations locales elles-mêmes. A notamment été mis en avant le fait que les administrations travaillent toujours fort en silo, alors que le MAS est un projet interdisciplinaire pour lequel il faudrait plus collaborer. Ensuite, plus de collaboration entre les différents niveaux de pouvoir, qui ont toutes leurs compétences légales propres, mais qui doivent se renforcer plutôt que de tirer l'un sur l'autre pour voir qui a le plus de compétences. Et puis, last but not least, beaucoup plus de collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Le deuxième prérequis mis en avant a été la disponibilité et la gestion des données. Donc tout d'abord, s'assurer de l'interopérabilité des données et sa centralisation pour que les services et apps puissent communiquer entre elles au travers de cette plateforme unique. Ensuite, s'assurer de la bonne gestion et du stockage des données liées à ces services de mobilité et bien définir qui fait quoi. Le troisième aspect est lié à un aspect financier. Donc tout d'abord, a été mis en avant qu'actuellement, il n'y a pas de modèle économique clair et que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler pour que le MAS puisse devenir un projet et un business viable sur le long terme. Et puis d'autres villes ont mis en avant le besoin d'investissement important au niveau de la ville, qui n'était pas à prendre à la légère dans la mise en place de ce type d'initiative. Le quatrième prérequis est l'infrastructure physique. Donc tout d'abord, s'assurer que l'offre correspond à la demande. C'est chouette d'avoir une application qui centralise toute l'information, mais s'il n'y a pas de mode pour opérer un changement modal ou de l'intermodalité au quotidien, ça ne fonctionnera jamais. Ensuite, favoriser un urbanisme qui rentre dans l'objectif des modes doux et l'intermodalité, donc développer davantage de pistes cyclables, développer des points, des plateformes d'échange multimodales ou mobipoints, comme ils sont aussi appelés parfois. Le cinquième prérequis est la législation adéquate. Donc, plusieurs personnes ont mis en avant le manque de cohérence entre les règlements existants, tels que certains avantages fiscaux ou la politique de stationnement dans certaines villes, et la réalité et où les objectifs liés au MAS et la mobilité durable. Et pour finir, a été mis en avant le besoin de développer un MAS de manière inclusive pour en assurer l'adoption, aussi par les personnes plus âgées, les personnes à mobilité réduite, et s'assurer que cela va au-delà des, comme on dit en anglais, des early adopters. Alors, pour passer sur l'implémentation pratique, quel est le rôle des secteurs privés et publics? Le secteur, il y a, on va dire, une certaine vision commune sur ces deux points. Donc, le secteur privé devrait déployer et fournir les solutions techniques liées au MAS et à la mobilité de manière générale, en dehors des transports communs. Pourquoi? Il y a différentes choses qui ont été mises en avant, mais tout d'abord parce qu'ils ont les ressources matérielles et financières pour assurer des services de mobilité de qualité. Ils jouissent d'une expertise qui leur permettent d'avoir des solutions de mobilité qui sont adéquates et optimales dans le territoire. Le secteur privé joue aussi d'une souplesse décisionnelle qui leur permet d'innover beaucoup plus rapidement que ce que peut faire le secteur privé. Et en dernier point, ils possèdent un accès aux données liées à leurs services de mobilité qui leur permettent aussi d'optimiser et améliorer ces services au quotidien. Quant au secteur public, tous les interlocuteurs ont mis en avant que celui-ci devrait être un facilitateur et ou un coordinateur. Et donc, les raisons évoquées sont tout d'abord
le besoin de stimuler les échanges et les collaborations entre les différentes parties prenantes, le besoin de donner une impulsion politique, établir une vision et un cadre législatif pour permettre le développement du MAS en Belgique, la nécessité que les autorités locales s'assurent du respect des objectifs de mobilité, que ce soit local ou régional, leur besoin d'agir comme un accélérateur économique, soit en soutenant financièrement les opérateurs de mobilité ou les citoyens, le besoin de contrôler ou conserver les données relatives à la mobilité sur le territoire, et puis une personne a mis en avant le besoin de se positionner comme un champ d'expérimentation pour les nouvelles formes de mobilité. Alors, de manière très pratique, quel est le type de système que préférerait avoir chaque territoire sur son territoire? Tout d'abord, ce qui est très intéressant de voir, c'est que si des 9 territoires interrogés n'ont pas d'avis tranché sur le modèle qu'ils souhaiteraient voir se développer, on voit qu'aucun territoire interrogé ne souhaiterait avoir un modèle public axé 100% sur le public. Par contre, inversement, on voit que les villes d'Anvers et les villes de Louvain sont favorables à un modèle privé. La ville d'Anvers, d'ailleurs, qui, depuis 2018, a un modèle privé mis en place sur son territoire. Mais dans les deux cas, cela est dans une logique de privé, mais by enabling. Donc, c'est-à-dire qu'ils souhaitent et qu'ils établissent des systèmes, c'est un peu perturbant parce que comme je vais faire la session en anglais, j'ai les mots en anglais qui me viennent, mais de mettre en place des lois et des réglementations qui leur permettent une implémentation efficace de services sur leur territoire avec un certain contrôle. Les villes de Bruges et Gand ne savaient pas si elles souhaitaient un modèle privé ou public, mais la forte implication du secteur privé est dans un souci d'efficacité et de ratio qualité-prix pour l'usager. Les villes de Hasselt et de Liège ont mis en avant le souhait d'avoir un modèle hybride, mais dans une vraie logique de partenariat public-privé sur leur territoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux territoires-là ont mis en avant qu'ils souhaiteraient voir le MAS se développer au-delà de la ville. Donc, dans le cas de Liège, vraiment au-delà, dans le cadre de Liège Métropole, et Hasselt, un MAS qui se développerait au niveau de toute la province du Limbourg. Le représentant de la région Bruxelles-Capitale aimerait un modèle hybride, mais avec une forte présence du secteur public, notamment en matière d'accès aux données pour surveiller ses objectifs stratégiques et s'assurer du contrôle de flux sur son territoire. La ville de Namur, quant à elle, ne se positionnait pas tellement, mais voulait aussi garder un rôle important sur le contrôle de l'infrastructure. Et pareil pour la ville de Charleroi, qui n'a pas de préférence entre les différents modèles, mais souhaite garder le contrôle des flux de mobilité sur le territoire de Charleroi Métropole. Quant aux opérateurs de transport, encore une fois aussi, ce n'était pas toujours très tranché. Donc la SNCB a mis en avant que le représentant n'a pas de préférence, que le modèle développé devrait être celui qui correspond au mieux au territoire où il est développé, mais avec un certain contrôle des autorités publiques pour garantir l'objectivité et le respect des enjeux sociétaux, notamment en matière de développement durable. La personne qui représente la STIB est en faveur d'une plateforme publique pour le bénéfice public et garantir le caractère inclusif du MAS. La personne au sein de Delane n'a pas d'avis tranché, mais souhaite se voir développer un système qui ne repose pas uniquement sur des entreprises privées, afin de s'assurer que les alternatives à la voiture se développeront. Et la personne interrogée au sein du TEC souhaiterait potentiellement se voir développer un projet hybride parce qu'il considère que c'est le plus facile à mettre en place pour l'utilisateur. Alors, nous avons aussi donc interrogé les différentes villes sur le rôle des autorités régionales. Ici, pour cette question-ci, nous n'avons pas interrogé les opérateurs de transport parce que d'une manière, ils sont aussi des autorités régionales. Et comme vous pouvez le voir, la région de Bruxelles-Capitale n'est pas non plus représentée parce que c'est elle-même une région. Mais la personne avec qui nous avons discuté a mis en avant qu'inversement, ils collaborent au quotidien avec les entités
de la région pour s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Et donc, vous pouvez voir ici que le rôle souhaité va d'une implication faible, donc de sensibilisation, à une présence très forte en matière de coordination. Donc, dans le cas d'Anvers, la ville considère que les autorités régionales doivent aider à l'intégration de la mobilité de manière physique et soutenir la transition numérique. La ville de Louvain considère que la région doit sensibiliser aux masses et fournir un soutien, notamment aux vervoerregio's qui ont moins de densité de population et moins de ressources humaines et financières. La ville de Hasselt considère que la région a un rôle à développer dans le développement d'une vision flamande commune sur la smart mobility, donc au-delà du MAS, vraiment sur la smart mobility, et que celle-ci doit agir comme un moteur économique, notamment dans le développement de partenariats publics-privés à grande échelle. La ville de Liège a mis en avant que la région devrait avoir un rôle de centralisation pour s'assurer de la réplicabilité de ces applications à plus grande échelle, ainsi qu'un support dans l'achat de jeux de données à destination des territoires. La ville de Bruges souhaiterait que la région développe une vision masse régionale et le type de service qui y serait inclus, ainsi qu'un support financier. La ville de Gand, quant à elle, voit la région comme un coordinateur général. Pareil pour la ville de Charleroi. Et la ville de Namur considère que la région devrait coordonner les grands partenariats, notamment en matière d'intégration tarifaire, et superviser le déploiement du MAS à une plus grande échelle. Alors, nous n'avons pas demandé aux opérateurs quel était le rôle des régions, mais nous leur avons demandé quel était pour eux le niveau de déploiement le plus pertinent dans la mise en place du MAS. Donc, la personne à la SNCB considère que cela doit être fait au niveau de la ville ou régional, mais si au niveau régional avec une bonne compréhension des spécificités locales. La personne au sein de Dolane considère que cela doit être régional ou fédéral, puisque cela représente vraiment la réalité des trajets. Donc, le nombre de gens qui habitent à Liège et qui vont travailler à Bruxelles tous les jours, ça vaudrait la peine d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus intégré à une plus grande échelle. Mais la personne met aussi en avant que c'est compliqué parce que les opérateurs de mobilité opèrent généralement d'abord à l'échelle d'une ville. Ils ne s'implémentent pas dans toutes les villes en même temps. La personne au sein du TEC considère que cela devrait être fait à l'échelle des villes, parce que chaque ville a son écosystème propre, donc ça rejoint un petit peu ce que la personne de Lane a dit, mais que les régions doivent créer les conditions nécessaires à son déploiement. Et puis la personne interrogée au sein de la STIB a remis en avant le fait qu'il y a actuellement un projet pilote en cours au niveau de la région Bruxelles-Capitale et que cela semble être l'échelle la plus pertinente pour le moment. Donc, que retenir de cette intense, courte présentation où j'ai essayé de mettre beaucoup d'informations? Ah oui, et où j'ai oublié le petit sondage sur lequel nous comptions. Donc, nous voulions aussi vous demander, pour vous, quel est le niveau de déploiement le plus pertinent en Belgique? Donc, je vous laisse quelques secondes. Et ce sera aussi intéressant pour moi de voir la potentielle différence avec la session en anglais avant. Oui, voilà. Je viens de voir la question dans le chat. On ne mentionne pas le niveau national ici. J'aurais tendance à penser que j'attends d'une application qu'elle me permette tous les déplacements partout en Belgique de la façon la plus fluide possible. Non. Donc, c'est la question qu'on mentionne. Évidemment, c'est une échelle intéressante, mais c'est une notion aussi ouverte à débat parce que ici, par exemple, on voit que la majorité des personnes qui ont répondu considèrent l'échelle fédérale comme la plus importante, alors que dans la session en anglais, beaucoup de gens avaient mis en avant l'aspect régional de manière majoritaire. On voit ici aussi que beaucoup de gens ont mis l'échelle intermédiaire, alors que dans la session précédente, quasi personne ne l'avait mentionné. Et donc, c'est quelque chose
qui est ouvert à débat, sachant que peut-être aussi, comme je l'ai mentionné, toutes les villes ou les régions n'auront pas envie de faire ça à une même échelle. Donc, c'est ça que, ici, on pose vraiment les bases de la réflexion, mais que c'est une longue réflexion à avoir. Alors, que retenir de ceci? De manière conceptuelle, donc, les 9 territoires et les 4 opérateurs de transport interrogés ont une version positive du MAAS, qui considèrent comme être un atout pour l'accessibilité et les transferts modaux, mais que ceci ne doit pas être le seul outil pour encourager ce transfert vers des modes alternatifs. Ensuite, un nombre de prérequis importants de différentes natures a été identifié. Et donc, c'est pourquoi il convient que dans le futur, de développer le MAAS, outil intéressé, d'une manière holistique, avec l'application de beaucoup de diverses disciplines. Dans le déploiement pratique, on voit que les interlocuteurs ont une vision presque commune concernant le rôle des secteurs privés et publics, donc à savoir que le secteur public agisse comme un facilitateur ou un coordinateur, tandis que le secteur privé se focalise sur le déploiement des solutions de mobilité, à part les transports en commun. Quant au modèle de gestion, il n'y a pas de vision commune sur ce modèle de gestion et de gouvernance ou sur l'échelle d'implémentation, et on vient encore de le voir nous-mêmes dans le chat, mais qu'il y a une légère tendance vers un modèle hybride, donc de partenariat de public et de privé. Par contre, on peut dire que parmi les villes interrogées, les territoires, il n'y a pas de logique de laisser faire, notamment dans le souci d'atteindre les objectifs locaux et de durabilité. Et pour finir, que toutes les villes souhaitent une implication des régions d'une manière ou d'une autre. Alors, pour conclure de manière un petit peu, on va dire, poétique, on voit que le MAAS, c'est un sujet pour lequel il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses à creuser, tant que ce soit en gestion et en gouvernance, mais pas que. On voit aussi que certains estiment que c'est seulement le début du MAAS et qu'il a beaucoup de beaux jours devant lui, tandis qu'on voit que d'autres se rendent compte que c'est pas aussi facile à implémenter que ce que ça a l'air et qu'on a passé un certain hype, que maintenant là, ça ressort un peu. Et donc, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels creuser. Et donc voilà, nous sommes aussi toujours ouverts à des partenariats de recherche ou collaboration sur la question. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention.